à tous et bienvenue, vous tous ici et vous tous en ligne, pour cette table ronde, l'Alliance, pilier de tout modèle socio-économique durable. Pour évoquer ce sujet ô combien d'actualité, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Josiane Corneloup, la présidente de l'ANPP Territoire de Projet, Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF, Axelle Lemaire, directrice déléguée à la stratégie, à la transformation et l'innovation de la Croix-Rouge française. Vous ne la voyez pas encore, mais ce n'est pas parce qu'elle s'est digitalisée, c'est parce qu'elle nous rejoint dans quelques minutes. Nous avons aussi Carole Orchamps, vice-présidente du HCVA, déléguée générale du RNMA, qui sera représentée, j'en dirai un mot dans un instant. Et puis, last but not least, Bruno Courme, directeur de Total Energy Foundation. Alors, il y a exactement 10 ans, nous lancions avec Convergence, j'ai retrouvé le texte, une tribune sur l'appel à la co-construction d'un monde nouveau, l'appel à la co-construction du bien commun. Et je vous le rappelle, nous étions 3 ans avant que les pays du Sud n'exigent des pays du Nord, au moment de la signature de l'agenda 2030, que soit ajouté un 17e objectif, celui du comment allons-nous faire ensemble, parce qu'un défi systémique, eh bien, nécessairement, c'est dépasser l'entre-soi pour être capable de faire entre tous. Facile à dire, moins facile à faire, et ce 17e objectif de développement durable posé en 2015 est bien évidemment un enjeu sur le long cours, et c'est pour ça que les 193 pays de l'ONU s'étaient donné 15 ans pour réussir ce challenge. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui ? D'abord, premier élément, et c'est peut-être une bonne nouvelle, l'étude d'impact sur l'ODD 17 en France, dont les débuts des résultats ont été publiés par l'Institut de la recherche de la Caisse des dépôts en avril dernier, et dont il y aura un colloque de restitution de 5 ans d'études le 3 novembre prochain, montre qu'en France, nous sommes passés d'un devoir d'alliance en 2015 à une envie d'alliance aujourd'hui. Et ça, c'est une bonne nouvelle, que ce soit au niveau des Français, 81% des Français, au niveau des élus locaux, nous en reparlerons, 92% des maires, au niveau des dirigeants d'entreprises, 84% des dirigeants d'entreprises, des responsables associatifs, 97% des responsables associatifs considèrent aujourd'hui qu'il est absolument indispensable pour non seulement sortir de la crise, mais réussir les défis qui sont devant nous, de pouvoir faire alliance. Alors, c'est très bien de pouvoir finalement avoir envie d'alliance, mais la question que l'on peut se poser, c'est comment faire concrètement, et ça va être tout l'enjeu que nous allons évoquer ensemble. Et parce que, quelque part, la question de l'alliance est une question à la fois d'innovation, à la fois une question de confiance, mais aussi de performance, comme le montre l'étude d'impact de l'Observatoire des partenariats, eh bien, il était important de faire un point sur la diversité des modèles socio-économiques et finalement, dans cette diversité des modèles socio-économiques, quelle est la place de l'Alliance ? Vous avez peut-être vu sur le corner en bas des groupes de travail de Convergence qu'il y a des travaux qui ont été publié cet été, notamment au niveau de Juris Association, avec un dossier spécial sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, 10e année consécutive qu'un dossier annuel traite de ces questions. Et puis, dernier point, le cycle prospectif CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques, dont ceux qui n'en sont pas habitués, puisque c'est tous les 3e jeudis du mois, peuvent le découvrir ce jeudi prochain, donc jeudi 15 septembre. Il aura pour thème la question de l'éducation, comment construire ensemble des modèles tenables sur la question de l'éducation et comment on invente finalement l'équilibre de la maison ensemble.
Voilà très brièvement posée l'équation actuelle, qui est une équation qui nous touche, nous en France, mais aussi bien évidemment au niveau international, d'où l'importance de traiter ces sujets depuis 10 ans dans le cadre de ces forums mondiaux. Et chaque année, nous avons le plaisir de co-animer le Rameau et Convergence, une table ronde sur les éléments un peu prospectifs du sujet. Et cette question de, finalement, est-ce que l'Alliance est un pilier du modèle socio-économique de chacun, que l'on soit un acteur public, que l'on soit une entreprise, une fondation, une association, finalement, quelle est la place de ces alliances dans l'équilibre de sa propre maison? Eh bien, c'est le débat que nous allons avoir aujourd'hui. Nous vous proposons d'avoir 3 temps ensemble. Un premier temps où nous allons exposer les enjeux et les pratiques aujourd'hui en France. Un deuxième temps où nous aurons la chance d'avoir 3 retours d'expérience d'acteurs qui le mettent en place au quotidien. Et puis un troisième temps, bien évidemment, avec vous, pour débattre finalement comment passer de l'action et de la qualité de l'action de chacun à la capacité d'interaction entre tous. Alors, bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur, je me tourne vers vous, Josiane Corneloup. Depuis 1986, vous êtes élue locale du Charolais, en Saône-et-Loire. Vous êtes aussi conseillère départementale et députée de la circonscription. Et vous êtes surtout ici en tant que président de l'association ANPP Territoire de Projet, qui regroupe les élus des territoires ruraux, et notamment des pays et des pôles ruraux. Un réseau qui est extrêmement dynamique dans ces questions d'alliance. On vous doit les contrats de réciprocité, on vous doit les projets de territoire, on vous doit finalement d'avoir commencé par expérimenter vous-même en territoires ruraux avant d'aller proposer plus largement à ce qu'on puisse se saisir de cette question-là. En 2021, l'ANPP Territoire de Projet a publié un vade-mecum absolument passionnant, Osons les territoires, et a co-construit avec plus de 70 territoires volontaires un kit pratique pour élaborer son projet de territoire, puisque, je le rappelle, à ce moment-là étaient en cours de signature les contrats de relance et de transition écologique, et que les territoires ruraux étaient à la manœuvre pour être force de proposition pour des projets qui soient ancrés dans les besoins et la réalité de terrain. Alors justement, quelles sont les conditions à remplir pour élaborer et mettre en œuvre un véritable projet de territoire, tout un programme, qui soit pertinent à la fois localement et face aux défis structurels auxquels nous sommes confrontés? Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir convié à cette rencontre passionnante, parce que nous nous inscrivons pleinement dans les objectifs que vous avez évoqués précédemment. L'Association nationale des pays et pôles territoriaux, territoires de projet que je préside, regroupe 262 pays ou PETR en France sur les 270 existants, ce qui représente 48% de la population nationale et 67% de la superficie. C'est vous dire que nous avons une connaissance toute particulière de la ruralité et que depuis toujours, nous sommes intimement convaincus qu'il faut pouvoir travailler ensemble, et nous prônons le projet de territoire. Et nous avons fait, vous l'avez évoqué, un vade-mecum sur la notion de « osons le territoire », qui veut dire quelque part « faisons confiance au territoire et construisons ensemble et pour tous ». Parce que nous sommes convaincus qu'effectivement, il faut préciser ce qu'est le projet de territoire. Aujourd'hui, cette notion de projet de territoire, peut-être l'avez-vous constaté, eh bien, nombreux sont à parler de projet de territoire, sauf que nous ne parlons pas tous de la même chose. Donc, dans ce vade-mecum, nous avons voulu préciser ce qu'est le projet de territoire. Et pour nous, très simplement, le projet de territoire, c'est déjà une vision stratégique. Et cela, c'est très important de se projeter à 15 ans, 20 ans, peut-être plus. Nous avons des territoires qui se sont projetés à 50 ans en disant « Que voulons-nous pour ce territoire dans 50 ans ? À quoi voulons-nous qu'il ressemble ?» En tenant compte, bien sûr, de ses atouts, de ses points forts et de ses faiblesses.
Si vous voulez, c'est la ligne directrice, c'est la feuille de route, la grande finalité de ce territoire. Comment nous y parvenons? Eh bien, nous y parvenons d'une façon intégrée, c'est-à-dire en mettant en cohérence les politiques publiques et les outils réglementaires pour donner du sens et rendre tout cela possible. Et c'est également partagé, parce que là aussi nous y sommes très attachés, partagé avec l'ensemble des acteurs, et là je rejoins tout à fait ce que vous évoquiez, c'est le faire ensemble. Et quand je dis l'ensemble des acteurs, c'est vraiment l'ensemble des acteurs au sens très large. C'est bien sûr les élus, ce sont les représentants socio-économiques du territoire, c'est le monde associatif, ce sont les consulaires et les citoyens. Et c'est tous ensemble, forts de cette réflexion globale et générale qui va dicter la stratégie à 20 ans ou à 30 ans, que nous allons ensuite décider des actions pour aller en ce sens. Et le pays, nous en parlerons peut-être un petit peu plus tard, vous l'avez évoqué, nous sommes à la fin d'un cycle, nous sommes dans des périodes de transition majeures, qu'elles soient numériques, qu'elles soient démographiques, qu'elles soient environnementales. Et toute transition prend du temps, parce que toute transition impose des changements de comportement. Et lorsque l'on parle de changement de comportement, ça n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain. Il faut que chacun en comprenne le sens pour pouvoir changer sa façon d'être ou sa façon d'agir. Et pour cela, eh bien, il faut que nous puissions accompagner les différents acteurs et surtout, et c'est l'objet également de cette stratégie définie, c'est qu'ils aient compris pourquoi ils doivent changer, quels sont les enjeux. Et c'est en fait une façon un petit peu de réinventer les politiques publiques en redonnant du sens et en faisant adhérer l'ensemble des acteurs. Alors, vous avez dit mettre en cohérence et donner du sens à la politique publique, aux outils juridiques, le faire ensemble et la pédagogie finalement de la transformation. Ça nécessite bien sûr une ingénierie locale et vous insistez beaucoup justement sur l'importance d'investir dans cette ingénierie. Je crois que vous publiez dans quelques jours un guide pratique sur cette ingénierie dans la continuité du Vadecom de l'année dernière. Pourquoi faut-il investir finalement dans cette ingénierie locale ? Alors vous l'avez évoqué, effectivement nous publions un deuxième Vademecum qui fait suite au premier qui parlait du projet de territoire sur cette notion d'ingénierie publique, territoriale, ingénierie du développement local et des transitions. Parce que nous avons voulu déjà préciser ce qu'était cette ingénierie. C'est bien évidemment une branche de la fonction publique territoriale, mais qui n'est pas très bien identifiée, qui est même très peu lisible, je dirais. Alors qu'est-ce que cette ingénierie territoriale de développement local et des transitions? Eh bien, typiquement, c'est l'accompagnement qui va être réalisé pour aller à cette finalité que nous avons définie. C'est aussi tout ce qui est l'ingénierie financière, l'accompagnement financier, le montage de dossiers de subvention, etc. Mais c'est aussi une vision, accompagner une vision transversale au niveau des enjeux et des outils. Et c'est aussi un rôle de facilitateur pour arriver au but que nous nous sommes fixés. Et nous avons, à côté de ce Vademecum, effectivement réalisé une pétition pour plaider le 1% d'ingénierie publique territoriale, c'est-à-dire que pour faire entendre que sur un investissement d'un montant de 100 €, eh bien, il y aura 1 € qui sera réservé à cette ingénierie publique territoriale. Parce que si vous n'accompagnez pas ces actions, si vous ne les accompagnez pas au niveau de la population, au niveau de tous les acteurs, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent changer, il faut les sensibiliser. Et tout cela, aujourd'hui, eh bien, personne ne le fait. Très souvent au regard de réalités budgétaires, mais aussi parce que certains élus, parfois, ne font pas l'effort de se projeter vers une vision d'avenir et ne voient pas la nécessité d'accompagner le changement. Alors merci beaucoup pour ce témoignage, parce qu'on voit immédiatement, finalement, apparaître les trois facettes d'un modèle socio-économique équilibré.
Bien évidemment, ce sont des questions de ressources financières, on l'a évoqué, mais c'est aussi la question des alliances, c'est le sujet, et vous disiez comment on fait alliance sur un projet de territoire pour que chacun se sente mobilisé, les citoyens, les entreprises, les associations, les acteurs académiques autour des acteurs publics. Et puis c'est cette question des femmes et des hommes qui animent et qui finalement mettent en place cette dynamique du faire alliance. Alors vous avez des alliés dans cette dynamique et des alliés historiques, et je pense bien évidemment notamment au réseau national des maisons et des maisons des associations, pardon. Et Carole Orchamps, sa déléguée générale, aurait vraiment aimé être là avec nous aujourd'hui. Malheureusement, elle a eu un accident cet été qui l'a immobilisée. Elle ne peut donc pas se déplacer. Et elle a demandé à Paul Bucco, qui est chargé de mission développement territorial au sein du RNMA, de porter la parole du réseau. Et donc, Madame la Présidente, eh bien, entendons un acteur de l'ingénierie territoriale parler justement de cette capacité de mobilisation citoyenne. Paul Bucco, bonjour. Merci d'être avec nous à ce Forum mondial 3.0. Vous êtes chargé de mission développement des territoires au RNMA, le réseau national des maisons des associations. Et je rappelle qu'en 2021, le 3e congrès des maires a souligné l'importance de co-construire des solutions et des politiques publiques au plus près des besoins avec les habitants. Alors la première question est finalement comment mobiliser l'énergie citoyenne et comment faites-vous concrètement au sein des maisons des associations? Eh bien, bonjour Charles Benoît et merci de l'invitation à témoigner auprès de vous aujourd'hui. Sur cet enjeu de mobilisation de l'énergie citoyenne, nous, elle passe par un travail lent et de long terme, puisque les maisons des associations, implantées à l'échelle d'une ville le plus souvent, ont toute une activité de longue date de conseil, d'accompagnement et de formation auprès des associations, ce qui leur permet d'avoir un rapport privilégié avec tout un tas de responsables associatifs qui sont des citoyens, mais organisés collectivement dans une association. Et de par ce biais, ça permet de créer une relation d'interconnaissance et de confiance. À partir de cela, et cette logique est vraie avec de nombreuses dizaines, quelques centaines d'associations, donc au bout d'un moment, ça fait rapidement quelques milliers de citoyens engagés sur un territoire. Et il se trouve qu'on observe de plus en plus fortement ces dernières années que sur des projets d'envergure territoriale où la MDA se met à dialoguer avec la collectivité ou autres acteurs, elle profite de sa bonne connaissance des associations pour les impliquer dans ces réflexions collectives et elle fait fructifier du coup ce capital de connaissance et de conscience avec des citoyens engagés pour les amener sur des réflexions qui vont au-delà de celles de leur propre association. Alors justement, dans le cadre de ces réflexions collectives, depuis de très nombreuses années maintenant, le RNMA travaille sur les coopérations interassociatives avec l'acteur public et aussi avec les entreprises. Finalement, comment ces nouvelles coopérations impactent les modèles associatifs aujourd'hui? C'est une dynamique au long cours, puisque c'est vrai que nous, on l'a observé, alors dans la zone de confort entre associations, les coopérations, on les observe depuis assez longtemps sous de multiples formes. Par contre, ce qui est plus récent et qu'on voit monter en puissance, je vais dire depuis la dernière décennie, c'est la collaboration avec la collectivité, mais de manière collective, c'est-à-dire c'est pas seulement des relations bilatérales entre associations et collectivités, mais par des instances de travail autour de soit l'aménagement d'un quartier ou l'établissement de la politique vie associative de la collectivité, créer des réunions avec collectivités, donc techniciens, élus, plusieurs associations dans la salle, et
Spontanément, les personnes ne sont pas toujours convaincues de ce qu'on va pouvoir y faire. C'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu, expérimenté les instances et ces travaux, on peut être un peu dubitatif, mais on se rend compte, en tout cas au sein du RNMA, par le fait qu'avec nos membres, on voit l'évolution des pratiques et des instances qu'ils mettent en place à mesure des années. On voit que les gens montent en compétences, prennent goût, trouvent des modalités de travail en coopération entre associations et collectivités qui, au bout d'un moment, acquièrent une certaine maturité qui fait que ça devient efficace, producteur de nouveautés. Et du coup, si spontanément les personnes n'auraient pas parié qu'il fallait être présent sur ces temps-là, après, il y a une envie de continuer. Et cette même logique, on la voit, alors c'est un peu moins répandu, hein, puisque on va dire les écosystèmes sont encore un peu éloignés, mais entre le secteur associatif et les MDA, comme je l'expliquais, qui connaissent bien leurs associations locales, et avec les universités ou les entreprises locales, il commence à y avoir des MDA qui font un travail que je qualifierais peut-être un peu de tête chercheuse pour aller identifier dans ces réseaux d'un autre monde des personnes qui travaillent sur des questions d'intérêt général. Et moyennant de faire les bonnes rencontres, après, la même logique peut s'activer qui va être de mettre en débat une problématique identifiée avec des chercheurs ou avec une entreprise, et convier plusieurs responsables associatifs de plusieurs associations différentes, mais qui peuvent être concernés par cette question, pour enclencher une dynamique de création en premier lieu forcément de diagnostics communs, et après de plus en plus de solutions. Voilà ce qui fait que du coup ces partenariats-là ne sont pas forcément générés à l'échelle de petites associations toutes seules, mais c'est à l'échelle collective, avec l'appui de cette tête de réseau local qui est la Maison des Assos, qui devient possible d'enclencher des démarches de co-construction assez intéressantes à l'échelle de certains territoires. Merci beaucoup. Alors, je crois savoir que, par ailleurs, au printemps dernier, dans le cadre des réflexions que vous évoquiez, vous avez lancé toute une réflexion et une recherche-action sur le référentiel métier des maisons des associations, et notamment le rôle de catalyseur territorial que peut jouer les maisons des associations. Vous êtes accompagné dans cette démarche avec le CIDEL. On sera très à l'écoute, bien évidemment, de ces travaux dans lesquels nous avons la joie d'être engagés, à la fois au niveau du rameau et du fonds et des D17. En tous les cas, merci d'être un observatoire aussi attentif de cette capacité à faire avancer, faire alliance en territoire au plus près des réalités, des besoins et des envies d'engagement des citoyennes et des citoyens. Merci beaucoup, Paul, pour votre témoignage, et à très bientôt pour poursuivre nos échanges. Merci à vous, au revoir. Alors, comme on le voit, après l'ingénierie publique, l'ingénierie privée, au plus près des réalités des territoires, est un élément essentiel. Et quelque part, là aussi, dans ce que nous rappelait Paul Bucco, on retrouve ces trois dimensions de tout modèle socio-économique, les richesses humaines mobilisées, les leviers financiers, mais aussi cette capacité à faire alliance. Et je le rappelais dans mon introduction à cette interview, au 103e congrès des maires l'année dernière, j'avais été invité par l'AMF à témoigner au forum sur comment construire avec les habitants. Et ce qui avait été intéressant dans l'introduction du journaliste, c'est de dire finalement c'est au 104e congrès que cette question est à proprement parler, en tant que telle, posée comme débat. Et c'est intéressant de voir combien, effectivement, toute cette dynamique-là est nouvelle. Et je le rappelais, au niveau international, 2015, le 17e objectif de développement durable, nous sommes tous percutés par comment faire alliance. Et vous savez peut-être, ceux qui étaient dans la même salle il y a exactement un an se souviennent sans doute du témoignage de la ministre Sarah El Haïry et de la députée Cathy Racombozon suite à la mission ministérielle qui avait été mise en place pendant 2 ans et demi pour savoir comment accélérer ces alliances entre associations, collectivités territoriales, entreprises au plus près des territoires, et devait venir nous parler des résultats de cette feuille de route qui a été
copiloté avec la GEVA la déléguée interministérielle à la jeunesse du ministère de la vie associative, Emmanuelle Pérez. Simplement, le Conseil des ministres de la semaine dernière a décidé de lui donner d'autres fonctions. Et donc, vous imaginez bien que son successeur, qui a été nommé depuis, qui d'ailleurs est à ce moment-ci avec la ministre Marlène Schiappa, ne pouvait pas déléguer en dernière minute, bien évidemment, quelqu'un pour évoquer ces 2 ans et demi de mission et feuille de route ministérielle. Alors, permettez au coprésident de ces travaux de vous commenter ce qui aurait été bien mieux, bien évidemment, commenté par l'acteur public lui-même. Et je crois que nous avons un petit schéma. La question qui était majeure sur cette question des nouvelles alliances, de la capacité à faire alliance, est comment valoriser ce qui existe. Je le disais, après 5 ans d'études d'impact, 21 études statistiques, 1000 exemples recensés, 7 mises en débat au niveau national, une 50aine de mises en débat au niveau territorial, l'étude d'impact du Faire Alliance en France a démontré la capacité des acteurs, que ce soit les collectivités territoriales, dont je rappelle que 64% des maires comptent mettre la co-construction dans leur mandat en tant que modalité d'action, que ce soit les entreprises qui sont passées de 36% à 57% d'entreprises à développer des partenariats dits sociétaux qui associent économie et intérêt général, ou que ce soit les associations qui sont aujourd'hui 97% à développer des partenariats sur leur territoire, bien évidemment avec entre pairs, associations, et puis plus récemment avec 2 autres acteurs, comme nous le disait Paul Bucco, les entreprises et les acteurs académiques. Le premier élément, c'est déjà quel est le cadre. Et finalement, dans cet élément de faire valoir ce qui existe, eh bien, c'est de pouvoir se dire à quel cap nous rattachons-nous. Et c'est pour ça que nous avons choisi l'ODD 17 en pratique, pour montrer qu'au plus près de nos réalités de terrain, comme nous le rappelait Madame la Présidente, eh bien, aujourd'hui, déjà, des alliances sont nouées pour réaliser l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Alors, ils n'ont pas conscience, forcément, d'être dans cette dynamique-là, et encore moins des 169 cibles qui sont derrière. Mais quelque part, dans cette vision systémique, tout acteur, tout domaine, tout territoire concerné, il y a déjà une réalité qui peut être commune. Et cette grammaire commune qu'offre l'agenda 2030 des objectifs de développement durable permet que l'on soit une collectivité territoriale, un service de l'État, une association, une fondation, une entreprise, un citoyen, de pouvoir partager un cadre commun. Et le deuxième, c'est justement du cap au cadre. Concrètement, comment pouvoir faire? Et c'est là où il y a eu 2 éléments majeurs qui ont été faits durant ces 2 ans et demi, dont je le rappelle, qui ont mobilisé plus d'une centaine de réseaux nationaux et territoriaux publics et privés. Ça a été, d'avoir un cadre juridique. Et la proposition de loi qui a été déposée au Parlement il y a 1 an, en février 2021, 1 an et demi maintenant, pose bien le cadre juridique. Et les constitutionnalistes qui se sont posés sur ce texte nous ont rappelé un élément essentiel, c'est que le droit français est basé sur la protection de la personne, qu'elle soit physique ou morale. Et donc, par le droit français, l'alliance est un risque. Comment poser un cadre juridique qui permette d'expérimenter ensemble sans mettre en risque personne? C'est tout l'enjeu de cette proposition de loi qui sera sans doute débattue dans la nouvelle mandature. Mais un cadre juridique, c'est très bien. Et d'ailleurs, un certain nombre de préfets nous ont remerciés. Vous y trouverez, si vous allez sur les textes de l'Assemblée nationale, vous y retrouverez la définition de ce qu'est une alliance d'intérêt général, très intéressant. Vous y retrouverez un deuxième élément très important. Pourquoi est-ce que les collectivités territoriales, les associations d'intérêt général et les entreprises sont freinées dans ces alliances? Et quels sont les risques qu'ils font dans ces nouvelles alliances? Et ça, c'est très intéressant, bien évidemment, de pouvoir techniquement et juridiquement le qualifier. Et puis le troisième élément était plus politique, mais ô combien important. La députée qui portait ce pilotage de cette mission ministérielle avec moi s'était rendu compte que dans le Code de l'éducation, il n'y a ni la notion de coopération, ni celle d'intérêt général. Et donc, la troisième
suggestion de cette proposition de loi, c'est de rajouter dans notre code de l'éducation, finalement, ces deux notions essentielles, coopérer et qu'est-ce que l'intérêt général, c'est-à-dire dépasser l'entre-soi pour être capable de construire entre tous. Mais un cadre juridique, c'est très bien, mais quand on est sur un pôle rural, ça ne s'en sert pas tous les 4 matins. La question qui est là, c'est finalement quel est le contrat de confiance que l'on peut faire. Et la Fondation des territoires a co-construit avec les territoires volontaires, avec le cercle entreprises et territoires de l'ORS et avec le cercle Fondation et territoires co-animé avec la Fondation de Lille, une charte du Faire Alliance pour avoir une forme de contrat de confiance qui peut être mise en débat avec 7 principes, 7 modalités d'action et 7 moyens pour accélérer ces alliances entre acteurs différents. Et puis, il fallait aussi communiquer. Et le point important, lorsque nous avons lancé sur le site association.gouv.fr l'espace numérique Alliance et Territoires, nous n'avions absolument aucune conviction sur l'usage qui serait derrière. Et en plein cœur de la Covid, puisque ça a été lancé le 7 mai 2020, en plein cœur de la Covid, un an après, 11% du trafic de ce site, 150 000 visites jour, utilisent cette question. Donc on voit bien que c'est au plus près des territoires que cette question du comment concrètement faire alliance se pose. Alors une fois qu'on a posé ce faire valoir un cadre, un cap, un cadre et une communication, la question majeure, c'est comment on capitalise les bonnes pratiques. Et là encore, et merci au fond ODD 17 d'avoir investi dans ce travail collectif un peu pharaonique, il faut bien le dire. La plateforme odd17.org capitalise aujourd'hui les données, les outils, les compétences mises à disposition de chacun. Et si vous voulez en vivre l'expérience, il y a un atelier juste après qui sera organisé sur comment accélérer ces alliances territoriales. La troisième condition, elle est très importante, c'est comment on évalue cela. Et bien évidemment, vous imaginez que le fait que l'Observatoire des partenariats, dans le cadre de son 3e plan quinquennal, avait décidé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts de s'attaquer dès 2018 et de prendre 5 ans pour faire une étude d'impact du Faire Alliance en France, arrive au bon moment puisque 2022 est la restitution de cette étude d'impact. Encore une fois, vous en trouvez le carnet de recherche qui a été publié en avril dernier, les impacts du Faire Alliance en France. Vous en trouvez la synthèse et ceux qui sont intéressés, le 3 novembre prochain, se retrouveront à la Caisse des dépôts pour en débattre plus largement. Comment ce Faire Alliance est un symbole marqué, illustré, concrétisé de performance pour les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, d'innovation, qu'elles soient sociales ou territoriales, et de confiance, que ce soit individuelle ou collective. Et bien évidemment, nous aurons la vision qui conclura le programme. Le programme s'était ouvert par la vision des citoyens, qui nous rappelait à 81% l'urgence de faire alliance. Et nous aurons le 3 novembre prochain une nouvelle étude pour savoir ce que le citoyen pense de se faire alliance. Et le quatrième exercice, qui est sans doute le plus compliqué, qui est en cours actuellement, c'est celui de la modélisation, y compris de la modélisation économique. Comment peut-on valoriser, au sens donner de la valeur économique à du faire alliance, lorsque associations, entreprises, collectivités, services de l'État, acteurs académiques font ensemble. On sait modéliser le modèle économique de chacun, mais le modèle économique de l'interaction entre tous, le modèle économique d'un territoire où chacun est à sa juste place, est un vaste sujet de recherche qui nous animera sans doute encore quelques années. C'est pour ça, comme je le disais, il y a 12 ans, nous faisions avec Convergence un appel à la co-construction du bien commun. Je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour avoir le résultat exact de cette modélisation de la prime au Faire Alliance. En tous les cas, nous pouvons espérer que nous irons un peu plus vite, mais ça prend du temps. Ça prend du temps parce que qualifier le modèle de chacun est déjà une chose, déjà compliquée. Mais qualifier l'entre-tous et finalement comment est-ce qu'on donne de la valeur à cette capacité de contribuer ensemble à faire ce qu'aucun ne peut faire, est un challenge
encore une fois, c'est pour ça que les pays du Sud ont proposé ce 17e objectif de développement durable, dont la réponse en 2030, je l'espère, sera satisfaisante. Nous aurons appris en 15 ans à co-construire. Mais comme on n'a pas encore 15 ans, et comme on n'a pas encore 7 ans, pardon, et qu'on est aujourd'hui, on va vous donner 3 exemples très concrets. 3 exemples d'acteurs qui, au quotidien, font cette alliance, vivent cette alliance, et j'allais presque dire, dont l'ADN a été constitutif de cette alliance. Et bien évidemment, vous aurez compris, nous allons demander à une association, et quel acteur, de pouvoir en parler, une entreprise et puis une fondation. Alors, Axel Lemaire, je me tourne, tout seigneur, tout honneur, vers une association qui n'est pas tout à fait une association, puisque c'est un auxiliaire des pouvoirs publics, donc tout État qui signe la Convention de Genève crée une croix ou un croissant rouge pour justement l'aider à agir ensemble, à inventer ensemble des solutions pour les plus fragiles d'entre nous. Et je le disais en introduction, vous êtes délégué à la stratégie, à la transformation et l'innovation de la Croix-Rouge. Au quotidien, et j'allais dire depuis 150 ans, c'est l'ADN d'agir ensemble sur le territoire. Mais finalement, quelles sont les conditions pour que ces relations partenariales puissent vraiment être à la fois équilibrées et durables? Vous avez 150 ans, vous pouvez sans doute nous dire qu'est-ce que ça veut dire équilibré et durable? Je ne les fais pas. Hein. Ah, pas du tout. Merci beaucoup pour cette invitation à prendre la parole et je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors effectivement, ça fait 6 mois que j'ai rejoint la Croix-Rouge. Vous me permettrez déjà de commencer, ça commence mal, à ne pas répondre à la question. Parce que l'appel que le Rameau a lancé il y a 10 ans, donc en 2012, correspond à mon entrée dans la vie publique. C'est à ce moment-là que j'ai été pour la première fois élue députée et qu'en fait, en l'espace d'une décennie, j'ai eu la casquette politique, État, j'ai eu la casquette secteur privé, entreprise, et j'ai désormais la casquette association. Et donc, je trouve ça très intéressant de prendre du recul par rapport à ce parcours, simplement parce que j'ai toujours essayé, lancé des tentatives qui ont réussi ou qui ont échoué, et soyons très humbles, qui ont souvent échoué de construire des alliances. J'étais sans doute influencée par la doctrine et l'approche anglo-saxonne, et donc oui, celle des pays du Sud, mais aussi celle des pays du Nord et de l'Ouest, qui, je pense, plutôt a eu cette démarche de mettre autour de la table différentes organisations en partageant des objectifs communs. La manière de poser la question à la française autour de l'intérêt général est certes distincte, mais je crois que c'est une démarche qui, au fond, est de plus en plus universelle. Ce que j'ai constaté, c'est un très grand progrès dans la capacité à faire ensemble, en l'espace d'une décennie. Et je crois que le numérique et les technologies y sont pour quelque chose. Pourquoi un progrès? Parce que lorsque je faisais de la politique, j'étais étonnée de constater que la posture, et je vais grossir le trait et peut-être sans doute caricaturer, vous m'en excuserez par avance, mais la posture des entreprises privées vis-à-vis du politique, c'était une posture quasiment exclusive de lobbying. Donc de défense des intérêts sectoriels d'une filière ou des intérêts particuliers d'une entreprise vis-à-vis du politique. La posture des associations, c'était une demande de subventions publiques et donc de financement et aussi de prise en compte des intérêts des bénéficiaires, des personnes accompagnées à travers le rôle représentatif des associations. Mais on n'était pas tellement dans la construction de solutions communes. J'ai essayé de le faire, j'ai pour partie réussi. La loi pour une république numérique, je crois que c'est un objet commun parce qu'elle a été construite avec les entreprises, avec les citoyens, avec les chercheurs et avec les politiques, et ce n'est pas un hasard si elle a été adoptée à l'unanimité par le Parlement. L'Assemblée nationale, comme le Sénat, c'était la première fois, je crois que c'était la dernière, parce qu'il y a eu ce temps, non seulement de la concertation, de la co-construction, mais vraiment de la détermination des objectifs communs et du chemin à parcourir de compromis pour aboutir à ces objectifs communs. Ça, c'était en politique.
Dans le secteur privé, à l'inverse, ce que j'ai constaté avec un grand étonnement, c'est l'immense méconnaissance du champ de l'intérêt général, bien sûr du monde politique, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'intérêt privé des entreprises et du secteur économique, il n'y avait pas forcément de mauvaise volonté à rester sur des positions de défense de ce type d'intérêt. Il y avait une très grande méconnaissance de la culture partagée de l'intérêt général. Un monde de la fonction publique et de la sphère publique, un monde des territoires et des collectivités locales, un monde de l'entreprise. Et finalement, ceux qui étaient responsables des relations publiques et donc du lobbying étaient les meilleurs traducteurs et donc les meilleures plateformes de définition d'un langage commun entre ces mondes. Et ça, c'était au détriment de l'attente des collaborateurs, parce que les salariés, eux, avaient envie d'agir au-delà de leur seule mission propre à l'entreprise employeur. Arrivé à la Croix-Rouge, donc pardon pour cette histoire, mais... Les racines sont importantes. Les racines sont importantes parce que je constate le progrès accompli. La Croix-Rouge, vous l'avez dit, c'est une grande et ancienne maison. Est-ce que la Croix-Rouge a besoin des autres pour agir? Ne serait-ce que la Société nationale de la Croix-Rouge française, c'est plus de 17 000 salariés dans les établissements du secteur sanitaire, social et médico-social. Très concrètement, pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce réseau des établissements de la Croix-Rouge, on parle d'EHPAD, on parle de crèches, on parle d'instituts médicalisés qui accueillent des personnes en situation de handicap. On parle d'activités sur l'inclusion et l'accompagnement des migrants, sur les femmes battues, etc. Donc un secteur professionnel d'activités salariées qui est très vaste et qui est ancré dans à peu près la totalité des territoires en métropole et en outre-mer. C'est aussi 60 000 bénévoles, des gens comme vous et moi qui passent leur soirée et leur week-end à faire des maraudes, à intervenir dans des dispositifs de secours sur des événements parce qu'ils ont été formés aux gestes qui sauvent, aux gestes des premiers secours et qui contribuent ainsi à la résilience non seulement de l'association mais aussi de la population dans son ensemble, en particulier pour faire face à des situations de crise. Et puis, c'est un groupe et donc ce sont des filiales avec toujours cette recherche de modèle économique qui permet de ne pas créer de dépendance. Pas de dépendance à nos entreprises donatrices, pas de dépendance au pouvoir public, en dépit de ce statut très particulier prévu par un cadre réglementaire d'auxiliaire des pouvoirs publics, n'est-ce pas? Et donc définir son propre modèle économique, donc ça suppose, par exemple, pour une filiale comme Croix-Rouge Insertion, pour une filiale comme celle que je dirige, qui est 21, l'accélérateur d'innovation sociale de l'association Croix-Rouge, de faire alliance pour avoir un modèle économique en propre. Donc je crois qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge fait le constat qu'elle ne peut pas agir seule. Alors en théorie, elle pourrait. Je vous ai décrit sa puissance, sa présence, sa force de frappe. Je pense qu'en théorie, elle pourrait se bercer dans cette illusion qu'elle peut agir seule. La réalité est tout autre, et la guerre en Ukraine a illustré mon propos. Je crois dans une... Et la pandémie et la crise sanitaire auparavant. Ces deux épisodes successifs ont démontré magistralement la nécessité de faire alliance pour la Croix-Rouge. D'abord parce que les entreprises se sont tournées vers nous et ont donné de l'argent. Et très clairement, sans financement, on ne peut pas agir. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus verser des financements aux associations. Donc elles ont donné de l'argent, mais elles ont aussi voulu prêter des gens. Ça, c'est assez nouveau, d'avoir des plateformes de mise en lien de bénévoles sur des missions ponctuelles, d'avoir des pratiques de mécénat de compétences beaucoup plus organisées, beaucoup plus valorisées en interne même au sein des structures privées et beaucoup mieux intégrées et acceptées dans l'agenda opérationnel des associations comme étant apportant une valeur expertise essentiellement et opérationnelle en propre. Donc de l'argent, des gens, et puis des idées.
Et c'est là que le faire alliance prend toute son importance. Quand on doit apporter des réponses très très rapides, mais nouvelles, à des besoins non identifiés au précédent, qui peuvent eux aussi être nouveaux, en fait, pour avoir la capacité de réponse dans une échelle qui est un impact véritable et qui réunit toutes les compétences autour de la table, on n'a pas le choix de faire alliance. Sur la guerre en Ukraine, on a vu affluer des dizaines de milliers de personnes d'un pays européen, d'une population avec un niveau de formation élevé, avec des compétences, une envie d'intégration professionnelle en particulier rapide, et pour autant un besoin de répondre comme on le fait en terrain humanitaire à l'étranger, sur des sites de catastrophes naturelles, et donc avec des manières de faire propres à l'action humanitaire internationale. Et sauf que ça se trouvait à Paris-Gare du Nord. Comment on fait dans ces cas-là? Eh bien, on fait alliance. Et je crois que, alors je peux moins témoigner de la crise sanitaire, mais je sais que ça a été le cas aussi. Je n'étais pas encore à la Croix-Rouge à l'époque, mais en tout cas sur l'Ukraine, on a vraiment lancé des dispositifs co-construits en solutions avec des partenaires extérieurs. Je peux vous donner quelques exemples très concrets. Ça passe très souvent par l'innovation, parce qu'il faut inventer des nouvelles manières de faire. On a lancé une expérimentation pour développer des manières de transférer de l'argent à des personnes migrantes, en l'occurrence ayant fui l'Ukraine, à travers des outils digitaux permettant de faciliter l'ouverture d'un compte en banque. L'accessibilité bancaire, c'est un nœud dur depuis des décennies pour les personnes migrantes dans le cadre de la crise ukrainienne, et grâce sans doute à un partenariat avec un acteur bancaire et avec un fournisseur de solutions technologiques, on va peut-être réussir à craquer ce problème. On offre de l'hébergement d'urgence sur des logements qu'on remplit avec Ikea. On a eu des discussions importantes avec Airbnb. Ce sont des exemples très concrets. Tout ça se fait avec les pouvoirs publics. J'ai moi parlé de notre rôle officiel, donc d'auxiliaire des pouvoirs publics, et notamment sur des missions reconnues véritablement d'intérêt général comme le RLF, le rétablissement des liens familiaux, et la promotion du droit international humanitaire. Je pourrais vous en parler aussi, vous me direz si ça vous intéresse, mais si je devais résumer mon propos, on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de faire alliance. Le moment est parfait pour se tourner vers un grand nombre de parties prenantes pour adopter cette démarche. Merci pour votre témoignage. J'en retiens 4 points essentiels. D'abord, l'importance d'essayer. J'aime beaucoup quand vous dites avant toute chose, on ne sait pas forcément, mais il faut qu'on essaie. Deuxième point, que même si on a un modèle spécifique qui est l'intérêt général, ça s'inscrit dans un cadre mondial et chacun est dans cette dynamique à chercher finalement cette logique-là. Donc peut-être chercher plus quels sont les points communs qui peuvent exister avec d'autres logiques que de s'enfermer dans son propre modèle. Et puis le troisième point qui m'a semblé essentiel, c'est cette interconnaissance. Comment, avant de co-construire, finalement, on apprend à connaître qui sont les autres et on sort peut-être de l'interprétation qu'on peut avoir pour finalement pouvoir construire avec eux. Et puis le quatrième point, vous l'avez souligné, et nous avons eu la chance au Rameau depuis 2010 de voir naître d'abord cette cellule, puis aujourd'hui tout ce travail sur l'innovation à la Croix-Rouge comme vecteur, justement, non pas seulement d'avoir des moyens pour agir, mais d'inventer ensemble des solutions. Et l'accélérateur 21, vous le soulignez, c'est à la fois d'une part l'inventivité de vos salariés au sein de la Croix-Rouge, et puis l'inventivité d'entrepreneurs sociaux qui finalement font alliance entre la souris et l'éléphant pour finalement bénéficier d'une capacité à agir ensemble. Merci, parce qu'on voit bien en quoi, même quand on est aussi puissant que la Croix-Rouge française dans un réseau mondial, eh bien, quelque part, cette nécessité de faire alliance, c'est bien une nécessité de construire des solutions. Et là, je me tourne vers vous, chère Laurence Poirier-Dietz, parce que
Finalement, on peut se dire, mais ça, c'est un débat, on a entendu les élus, on a entendu les associations, on a entendu finalement les réseaux de territoires associatifs comme les RNMA, mais les entreprises, elles n'ont pas besoin de faire alliance. Finalement, la co-construction, c'est juste pour les autres. Mais pas du tout. Dans l'ADN même de GRDF, on sent bien que cette construction, cette co-construction avec les territoires est au cœur de votre stratégie d'entreprise. Pourquoi est-ce aussi important pour l'entreprise GRDF d'inventer des solutions, non pas pour, mais avec les territoires? Bonjour à toutes et tous et merci de votre invitation. Alors, je suis ravie d'échanger avec vous et de partager l'expérience de GRDF. Alors, GRDF, quelques mots, hein, même si je ne doute pas que la crise actuelle vous amène à entendre parler du gaz assez souvent. C'est le distributeur principal de gaz en France. Donc on dessert 9500 communes, 11 millions de clients, avec un réseau qui s'étend dans les communes et qui mesure plus de 2600 km, de 206 000 km, pardon. Alors pourquoi on a été, je dirais, amené à passer finalement dans une relation avec les collectivités locales, que je pourrais dire une relation de confiance, et une relation de collaboration à une relation de co-construction. Pourquoi? Parce que le monde de l'énergie et puis la planète nous amènent à revoir totalement les modèles et à travailler, et on en entend parler tous les jours, je le disais tout de suite, à une neutralité carbone à horizon 2050 et à protéger cette planète qu'on veut laisser à nos générations futures. Les gaz fossiles, comme les énergies fossiles, elles n'ont plus leur place dans notre futur énergétique. Et donc, la question que s'est posée GRDF il y a une dizaine d'années, c'est comment, finalement, on retravaille notre roadmap et notre stratégie pour que, dans ce mix énergétique qui, en France, utilise aujourd'hui 25% de gaz, on arrive à avoir un mix énergétique équilibré et décarboné, tout en ayant la capacité à utiliser ce patrimoine des infrastructures gazières, dont je suis sûre clairement que vous avez beaucoup progressé depuis qu'on parle tous les jours des stockages, des infrastructures des réseaux de transport, des terminaux méthaniers et des réseaux de distribution. Et en fait, ce qui a été notre conviction, avec, je dirais, une réflexion stratégique qui date d'il y a une dizaine d'années, c'est que le potentiel de gaz renouvelable, c'est-à-dire de gaz vert, existe en France, et il existe clairement à hauteur de 100% de la consommation de gaz qui sera celle qu'on aura en 2050. Et ça, évidemment, si cette conviction nous l'avions approchée, une dizaine d'études ont été réalisées par ailleurs, un certain nombre d'organismes différents qui ont permis de le prouver. Alors, qu'est-ce que c'est finalement ces gaz renouvelables ? Mais je dirais rapidement 3 sources. D'abord, le plus connu, c'est le biométhane, et d'abord celui qui émane de l'agriculture. Donc voilà, de production agricole, et j'y reviendrai, et je reviendrai sur les alliances qu'on a pu avoir justement depuis plusieurs années et qui a transformé l'entreprise. Donc monde agricole, ensuite les déchets, et demain les biodéchets, c'est-à-dire ceux issus de finalement nos restes alimentaires, les épluchures, voilà, les biodéchets dont la collecte sera une obligation pour les collectivités locales en 2024. Et puis, entre autres aussi, par exemple, les stations d'épuration et les bouts des stations d'épuration. Donc, on a, je le disais dès l'entrée, progressé beaucoup avec une relation avec les collectivités locales qui est dans notre ADN et notre ADN de service public. Hein. Le distributeur, c'est pas celui qui vend le gaz, c'est pas celui qui le stocke ni celui qui s'approvisionne, c'est celui qui l'amène jusqu'au client final et qui assure l'entretien du réseau, qui assure son développement, le 24 heures sur 24, les branchements. Donc ça veut dire une relation aux collectivités locales, aux clients finaux de tous les jours. Là où on a vraiment, je dirais, changé finalement profondément à la fois dans nos façons de faire et puis dans nos compétences et dans le modèle même de fonctionnement de l'entreprise, dans nos pratiques, c'est sur la réalisation des projets de biométhane dans les territoires.
avec les collectivités locales, mais aussi d'autres nouveaux acteurs avec qui vraiment on a travaillé l'alliance, hein, les chambres d'agriculture, la FNSEA, pour faire émerger des projets dans lesquels finalement nous avons que le rôle de permettre de partager le patrimoine. C'est le bien, l'intérêt général, il se situe autour d'un patrimoine existant qui appartient aux collectivités locales et qui permet cela. Alors, on ne parle pas de choses qui aujourd'hui ne sont pas, qui sont, je dirais, expérimentales, hein. Aujourd'hui, il y a à peu près 450 producteurs de biométhane en France qui sont connectés sur les réseaux de transport et les réseaux de distribution. Ça représente entre 1,5 et 2% de la consommation annuelle. Et à horizon 2030 c'est après-demain, hein, dans les échelles de construction qu'on a évoquées longues, on a la capacité à en avoir 20%. 20%, c'est un peu plus que ce que la France allait acheter en Russie tous les ans pour sa consommation. Donc ce modèle de co-construction avec les territoires, il nous a particulièrement, je dirais, modifié parce qu'on a eu besoin d'aller travailler avec un certain nombre d'acteurs finalement qu'on ne connaissait pas, des acteurs nouveaux. On a eu besoin de changer aussi nos compétences. Et ça nous a permis de nous ouvrir et d'être présents dans les projets de territoire. Alors, quand on installe des productions de biométhane en local, on consomme aussi du gaz vert pour le transport des enfants à l'école, pour le ramassage des ordures ménagères, pour un certain nombre d'usages. Donc ça veut dire qu'au-delà finalement de ces déchets et de la méthanisation, il sort deux produits, du gaz et de quoi faire ensuite des digestats qui remplacent les engrais chimiques. Donc ça veut dire qu'on a en France une capacité à obtenir une économie circulaire locale dans les territoires de production énergétique qui nous permet de retrouver de la souveraineté, évidemment d'avoir des énergies décarbonées et d'utiliser un patrimoine de réseau qui est à disposition puisque propriété des collectivités. Ce qui est passionnant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on se rend compte que ce qui semble complètement impossible, l'énergie décarbonée en 2030, mais finalement, si on fait preuve d'innovation, on peut y arriver. Et on a déjà non seulement les pistes, mais la capacité d'y parvenir, si justement on change de regard et on passe de la seule confiance à une capacité de construire ensemble des solutions. Et vous me disiez en réunion préparatoire, le débat passionnant, par exemple, que vous avez eu avec la FNSEA sur le sujet, en disant, mais il y a 5 ans, on n'aurait jamais imaginé avoir un débat simplement parce que les enjeux n'étaient ni d'un côté ni de l'autre pour pouvoir le faire. Donc la capacité, finalement, d'inventer des solutions qui nous semblent impossibles aujourd'hui, elle existe. Ça, c'est le premier point que je trouve passionnant dans ce que vous nous dites. Oui, des solutions peuvent exister si on les invente ensemble. Ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle que vous nous donnez, c'est que vous nous dites il n'y a pas seulement 3 modèles socio-économiques, il y en a un 4e. Quand vous demandez aux gens, finalement, c'est quoi les modèles économiques? C'est simple. Il y a le modèle économique de la production, il y a le modèle économique de la vente, et puis il y a le modèle économique de l'investissement ou la redistribution, suivant qu'on soit du côté financier ou du côté public. Mais vous nous rappelez que quelque part, il y a le modèle économique du lien. Le tuyau, il a de la valeur. Et Madame la Présidente, si on remplace l'énergie finalement physique du gaz par l'énergie de nos femmes et nos hommes sur les territoires, on retrouve la même logique. Comment on donne une valeur à quelque chose que l'on pensait être simplement un outil technique? Il y a un tube, il est là pour faire passer du gaz, et après tout, c'est pas là où est la valeur. Et vous nous prouvez que pour réussir la transformation d'aujourd'hui, eh bien finalement, c'est dans cette économie du lien, de retrouver le sens de cette infrastructure, quelque part, qui crée du lien, qu'on va pouvoir avoir des sources magnifiques. Et j'entends une troisième chose. Madame la Présidente, vous nous disiez, mais finalement, il faut qu'on utilise les politiques publiques
et les contraintes publiques. Mais là, on était en train de parler des biodéchets, obligation pour les collectivités territoriales en 2024 de pouvoir faire le nécessaire. Alors j'imagine, et c'est sans doute pas vous qui allez me contredire, que quand on est dans une très très grande ville avec des très très grands moyens et une capacité d'avoir toute l'infrastructure, c'est sans doute peut-être un peu plus facile à faire que sur d'autres territoires. Et comment est-ce qu'on invente aussi des solutions qui réarticulent le lien entre les territoires eux-mêmes? Et donc ce que je trouve passionnant, cher Laurent, c'est que vous nous rappelez que l'entreprise est avant tout créatrice de richesse pour tous. Et ça, c'est un élément un peu important. À un moment donné où on a un peu confondu financiarisation de l'économie et valeur de l'économie, de rappeler qu'au cœur de l'économie, c'est l'équilibre de la maison. Et vous êtes en train de nous faire la démonstration que l'entreprise, c'est un acteur d'équilibre de la maison au même titre que les autres. Et ça, c'est passionnant. Alors j'ai une question. Comment est-elle impactée? Comment fait-elle pour finalement contribuer à la transformation dont on vient de parler? Écoutez, dans l'entreprise, on a d'abord partagé largement sur notre projet d'entreprise, notre projet stratégique qui s'appelle VERT, V-E-R-T, l'avenir. Évidemment, en mobilisant l'ensemble des collaborateurs et en ayant vraiment tous nos collaborateurs. Chez RDF compte 11 600 collaborateurs. On a fait passer dans l'Académie des gaz verts l'ensemble des collaborateurs, tous. C'est une journée à la découverte de ce qu'est un méthaniseur, à la découverte de ce que seront les gaz verts, de quelle est la roadmap stratégique et quelle est finalement la contribution de chacun. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est aussi de montrer à chacun quelle est la contribution dans son métier au quotidien. Voilà, moi, je crois à la stratégie d'entreprise quand elle est déployée par les collaborateurs tous à leur niveau et qu'ils ont la conscience et la capacité à y être engagés. Je crois qu'il y a beaucoup de stratégies d'entreprise qui sont formidables, mais jamais implémentées, et que souvent, elles restent lettres mortes parce qu'elles sont celles des dirigeants et qu'il manque la courroie d'entraînement. Donc, dans ce cas-là, notre présence territoriale, notre présence auprès de nos techniciens nous a amené à inverser le modèle. Je ne vais pas évidemment rentrer dans la technique, mais concrètement, ce gaz, jusqu'alors, il nous vient du réseau de transport et nous, on le distribue jusqu'aux clients finaux. Demain, on le collecte. Donc demain, on inverse le système, on change. On a déjà commencé, puisque je vous ai dit, on a déjà 450 points d'injection. Donc on est dans un système upside down, on change le modèle, et donc on va être amené beaucoup plus à gérer ses producteurs, à gérer les flux. Donc c'est plus du tout la même activité. Donc c'est une transformation assez grande, je dirais, de l'activité au sens de l'exploitation du réseau, des investissements qui sont nécessaires, de la relation aux producteurs de biométhane, de la relation aux collectivités locales, et plus largement de la relation aux autres parties prenantes nouvelles. C'est clair, je crois que je peux le dire, il y a une dizaine d'années, la relation entre GRDF et le monde agricole était quasi inexistante, vraiment quasi inexistante. Et aujourd'hui, c'est une relation de quotidien et nos compétences là-dessus ont aussi beaucoup évolué. On a chez GRDF des ingénieurs agronomes qu'on n'avions pas il y a quelques années. On a pour mieux comprendre les sujets et pour aller vers des sujets de méthanisation durable. C'est-à-dire, il ne nous intéresse pas d'avoir des sujets de méthanisation qui ne sont pas faits en concertation avec les populations locales, qui ne répondent pas aux besoins de l'agriculture, qui se feraient au détriment, je dirais, du bon sens et de l'intérêt général. Donc, on a pour ça, je dirais, formé nos équipes, monté des équipes spécialisées dans ces sujets de biométhane, et ça a amené dans l'entreprise une forme de transformation qui, voilà, on va d'ailleurs cette transformation la pousser parce que il se trouve qu'on a créé une fondation GRDF il y a 2 ans et demi maintenant, donc c'est une petite fondation qui démarre, qu'on a voulu très axée sur les territoires. Et le projet que l'on mène actuellement, c'est de travailler l'engagement des collaborateurs.
Pourquoi? Parce que je considère qu'on est arrivé à un niveau de maturité en termes de relation entre l'entreprise et les parties prenantes, et puis qu'on a, et c'est mon souhait en tant que dirigeante, d'avoir une entreprise qui soit le plus possible représentative de la société, hein, c'est-à-dire si nous-mêmes nous ne sommes pas représentatifs de la société, comment peut-on la comprendre? Eh bien, par le fait d'avoir autant travaillé sur ces projets locaux avec ces différentes parties prenantes, on a une capacité à proposer à nos collaborateurs de s'engager quelques jours dans la Fondation, évidemment sur des projets qu'on pourra tout à fait flécher avec un système de plateforme, comme il a été évoqué tout à l'heure, bien sûr. Parce que l'idée n'est pas que chacun fasse ce qu'il entend, mais plutôt qu'il amène ses compétences dans des projets autres. Et ça, il me semble important qu'on y apporte notre contribution, nous, en tant qu'entreprise nationale, sur les territoires, dans aujourd'hui la transformation du monde de l'énergie, dans notre capacité à verdir et à aller vers des énergies renouvelables, locales, stockables, qui amènent de l'économie circulaire. Donc c'est un projet qui mobilise nos collaborateurs. Et je dois le dire, dans nos derniers recrutements, c'est ce qui fait venir les jeunes embauchés. Voilà, ça a un pouvoir assez important d'attractivité en termes de marque employeur. Alors merci beaucoup, parce que là encore, on refait le tour des 3 leviers d'un modèle socio-économique. On a commencé comment on crée de la valeur, de la nouvelle valeur pour être durable par rapport aux transformations devant nous. On a parlé de la place des alliances pour inventer ensemble au cœur des territoires les sujets. Et puis finalement, les femmes et les hommes qui constituent l'entreprise, qui se mobilisent à la fois dans leur métier et puis qui finalement font l'extension du projet stratégique à travers une fondation. Et merci de nous avoir facilité la transition. C'est intéressant parce que, en fait, de façon naturelle, et j'allais dire simple et pédagogique, vous nous faites le lien entre 3 sujets qui ne sont pas toujours cohérents, en tous les cas pas toujours présentés de façon aussi cohérente dans les organisations, c'est-à-dire l'engagement et la richesse humaine métier des personnes, la responsabilité sociétale de l'organisation, d'ailleurs qu'elle soit publique ou privée, et la fondation qui peut être un sujet de défrichage pour étendre finalement, aller encore plus loin, là où l'organisation finalement est limitée. Ça nous donne une autre vision des fondations que celle dont on a pu connaître il y a quelques décennies, très désincarnée finalement de leurs fondateurs, et justement au contraire là comme un bras armé. Alors, vous aurez compris que ça me faisait une transition toute trouvée avec vous, cher Bruno Courme. Vous êtes directeur de Total Energy Foundation. Je rappelle que votre fondation, la fondation Total Energy, est la plus grosse fondation française aujourd'hui, et que depuis 2020, déjà bien avant, puisque vous aviez participé notamment, tout le monde se souviendra de la création de la France Engage grâce à votre engagement, mais ceux qui sont encore un peu plus anciens se souviendront du fonds mobilité et puis même du fonds jeunesse dès 2009. Donc vous êtes un aficionados de l'Alliance, et notamment avec l'acteur public depuis des décennies. Mais en 2020, vous avez décidé de faciliter la mise en œuvre de la feuille de route de ces alliances stratégiques en créant le fonds DD17. Et puis en 2022, en début d'année, vous avez renouvelé cet engagement en décidant d'être l'un des 21 cofondateurs de la Fondation des territoires. Alors finalement, avec la Fondation Total Energy, c'est un peu comme avec la Croix-Rouge française. J'allais dire, c'est un monstre sacré tellement puissant qu'on pourrait dire quoi il a besoin des autres, finalement. Et pourtant, vous avez décidé de vous mettre à l'écoute des territoires et, à travers ce fonds DD17, finalement, d'incarner la diversité des formes d'innovation territoriale. Qu'est-ce que vous tirez de cet enseignement? Et puis peut-être quelques exemples de la diversité des territoires capables d'inventer des solutions que nous n'aurions peut-être pas vues de Paris. Merci Charles Benoît, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si on est un monstre sacré, hein. Ça fait peur. Peut-être un mot d'abord pour commencer, pour rappeler ce que c'est que le fonds DD17. Donc c'est un fonds qui a été co-créé à la fois par la Fondation d'entreprise Total Energy et le Rameau, et qui a depuis 2020 investi 1,5 million d'euros sur 3 volets. Le premier, c'est la production de connaissances sur les alliances. Le second, ce sont des expérimentations, et donc je vais en choisir 3 exemples, peut-être 2 ou 3 suivant le temps, on nous a fait signe qu'il restait peu de temps. Et puis aussi pour encourager
l'alliance à l'échelle nationale, de financer des dispositifs pour encourager les alliances à l'échelle nationale. Alors peut-être un mot pour vous dire pourquoi notre conviction sur l'importance de faire alliance, et c'est également, vous le mentionnez, dans notre ADN à nous, on est plusieurs à partager des bouts d'ADN autour de l'alliance, parce que, et peut-être pour des raisons un peu différentes, c'est que l'industrie dans laquelle on est historiquement, mais ça sera aussi celle du futur dans la transformation qu'on est en train de faire, c'est celle des grands projets énergétiques. Et ces projets, ils sont tellement grands, ils sont tellement importants que depuis longtemps on a compris qu'on ne pouvait pas les faire seuls et qu'il va les faire en s'associant, en faisant des alliances, que ce soit pour partager les coûts, mais aussi pour partager les connaissances, et sur plein d'autres sujets. J'en prendrai un, je ne vais pas développer maintenant, mais sur la sécurité des personnes. C'est un sujet majeur qui a suscité de l'alliance entre des acteurs qui, a priori, n'avaient pas vocation à le faire. C'est une nécessité qui ne va que se renforcer dans le futur, et vous le voyez au quotidien, parce qu'en fait, prendre en compte les attentes des uns et des autres aujourd'hui, que ce soit avec les enjeux environnementaux, économiques, sociétaux, ça va devenir de plus en plus complexe, et qu'on ne va pas y arriver tout seul. Qu'aucun acteur, qu'il soit public ou privé, ne va y arriver tout seul. Donc il y a une nécessité d'unir nos forces. C'est vrai dans le domaine économique, mais c'est aussi vrai dans l'intérêt général. Et vous avez rappelé qu'on était un peu des sérioles, je ne sais pas comment on va dire en bon français. Bon bref, on s'allie beaucoup. On s'était alliés dans le cas du Fonds Expérimentation Jeunesse, la France s'engage, même avec la Croix-Rouge, avec qui on fait beaucoup de choses. Et nos collaborateurs étaient, grâce à notre plateforme Gare du Nord récemment. Donc voilà des choses qu'on essaye de faire au quotidien. Et un dernier point peut-être avant de citer un exemple ou deux, mentionner également qu'il y a une complexité intrinsèque qui est liée aux besoins parce qu'ils sont liés aux spécificités territoriales. C'est-à-dire que ça ne va pas être la même chose dans le nord de la France, dans le sud de la France, etc. Donc il y a une nécessité de mobiliser des acteurs locaux, donc de faire alliance avec eux, parce que ce n'est pas à Paris qu'on va trouver. Moi j'ai coutume de dire que ce n'est pas au 42e étage de notre belle tour là-bas qu'on va faire alliance et avoir un impact. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, l'un des objectifs de la création de ce fonds DD17, c'était justement de documenter la diversité et la richesse des modes de réponse possibles à nos problématiques et de les valoriser. Et donc, on a pu accompagner 16 expériences territoriales, donc je vais citer deux exemples. Le premier, c'est une association qui s'appelle Percé 3C, qui est un regroupement d'entreprises dans le Gâtinais-Montargois. Alors, je ne suis probablement pas le mieux placé pour en parler, donc je ne vais pas vous décrire dans le détail ce qu'ils ont fait. Le mieux, ça aurait été qu'ils puissent intervenir. Par contre, ce que je vais essayer de vous dire, c'est en quoi le fonds DD17 a pu les aider. Donc, l'objectif, c'était que ces entreprises se sont rassemblées pour essayer d'améliorer à la fois leur engagement et leur performance. Et ce qu'ils ont produit, l'espèce de prétexte à faire alliance entre elles, c'était de créer une chaîne locale de reconditionnement et de valorisation de déchets d'équipements électroniques et informatiques. Et donc, ils ont rassemblé un certain nombre de ces déchets, ils ont réussi à les reconditionner, à avoir une valeur ajoutée en redistribuant des ordinateurs remis en marche auprès de personnes défavorisées. Donc, il y a eu une fédération d'entreprises autour d'un objectif. Et ce que le fonds DD17 est parvenu à faire, c'est à donner des moyens d'ingénierie pour permettre donc, du financement, bien sûr, mais de la mise en réseau aussi, de fournir des outils, de permettre d'aider à valoriser la démarche qui a été faite et de fournir un investissement pour aider à la pérennisation du modèle socio-économique qui avait été développé. Donc ça s'est fait en fait de deux façons. D'une part, l'expérimentation elle-même de collecte et de valorisation des déchets, elle a été passée à un acteur public, donc au PTER local. Donc ça, c'est la première chose sur l'expérimentation elle-même. Mais ensuite, il y a, je ne sais pas si c'est là où il y a le plus de valeur, mais c'est cette dynamique d'alliance. Elle a également été pérennisée avec la création d'un pôle territorial de coopération économique, un PTCE. Et donc là, le fonds ODD17 a réussi à aider à choisir le bon modèle pour la pérennisation de cet exercice, cette alliance. Et du coup, elle va pouvoir s'emparer localement d'autres sujets, puisqu'il y a eu cette... Je vais paraphraser Charles Benoît, mais cette envie d'alliance quelque part et l'envie de reproduire à nouveau ce qui a fonctionné avec un dispositif particulier, de le reproduire par exemple dans des sujets de mobilité dans ce territoire ou de recyclage de matériaux de bâtiment. Donc il y a une démultiplication possible grâce au fait qu'on a modélisé cette capacité à faire alliance entre plusieurs acteurs. Le deuxième exemple que je voulais vous citer, c'est la création de la Fondation territoriale de Loire-Atlantique, qui avait, donc là l'objectif est un petit peu différent. Le constat, et à nouveau je ne suis pas le mieux placé pour en parler, donc je vais vous faire un constat tel qu'il nous a été rapporté, c'est que c'est un territoire qui est très riche en termes de mécénat d'entreprise, très dynamique.
Il est très riche au niveau associatif, mais en revanche, il y a un maillon un peu manquant qui permet d'agréger tout le monde. Et donc la problématique dans ce territoire, ça a été de consolider en fait des écosystèmes, enfin de consolider un écosystème avec des acteurs qui ne se parlaient pas ou qui ne savaient pas se parler. Donc il y a eu la démarche qui a été suivie, c'est une préfiguration. Pendant un an, il y a eu un certain nombre d'ateliers qui ont été mis en place avec jusqu'à 34 acteurs qui représentaient le territoire, des entreprises, des syndicats, des acteurs publics, des associations, même des fondations. Donc avec l'aide du fonds DD17 justement en ingénierie, c'est-à-dire d'essayer de guider un peu cette démarche d'association, comment est-ce qu'on pourra faire, quel est le bon vecteur, etc. Donc ça a abouti au mois de mai dernier à la création de la fondation, donc, qui est abritée par la Fondation de Lille, donc à nouveau une création, une mise en réseau avec des acteurs expérimentés. Et puis également l'aide, donc un aide en conseil stratégique, vous l'avez mentionné tout à l'heure, l'importance de voir où on veut aller, et la création d'une gouvernance adaptée, justement pour pas qu'il y ait un acteur qui prenne le dessus et s'assurer que tous les acteurs soient impliqués. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire, elle est lancée sur des rails, hein, je ne veux pas préjuger de ce qui passera après, mais elle a pu lever des fonds et donc elle va soutenir des initiatives dans le domaine de la lutte contre les inégalités. Donc il y a un outil qui est maintenant construit et qui peut agir. Voilà pour les deux exemples. Merci beaucoup pour ces deux exemples parce qu'ils sont passionnants. C'est-à-dire que d'un côté, on a des entreprises qui se sont mobilisées ensemble autour d'une expérimentation d'écologie industrielle et territoriale. Et finalement, cette mobilisation a créé un PTCE qui a d'ailleurs été reconnu par le secrétariat d'État à l'ESS en début d'année. Et puis de l'autre côté, donc c'est plutôt une démarche économique de territoire. Et puis de l'autre côté, on a une démarche de philanthropie de territoire, de mobilisation collective de philanthropie de territoire. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous décrivez, c'est que dans les deux cas, finalement, c'est qui accompagne les 18 mois où on n'a pas encore une fondation territoriale, on n'a pas encore un PTCE, et finalement, on est dans le chemin, mais il faut y croire. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la caractéristique de ce que vous avez permis de faire, et encore une fois, que ce soit dans une dynamique qui prend l'économie pour se mettre au service d'intérêt général, ou qui prend la philanthropie pour construire ensemble une démarche collective. Alors, finalement, pourquoi investir dans cette ingénierie d'alliance? Parce que, voilà, finalement, vous auriez pu arriver après, la fondation territoriale est créée, le PTCE est créé, et puis on pourrait financer l'action maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre et d'investir, comme le disait Madame la Présidente, sur l'ingénierie locale? Et puis peut-être ce lien qui peut exister entre les acteurs, qui n'est pas toujours aussi évident, à travers un exemple. Je crois que vous allez nous parler de Ronalpia, par exemple. Tout à fait. Alors déjà, peut-être pour répondre à la question de pourquoi investir dans l'ingénierie, je reviens sur nos métiers traditionnels, puis et les futurs aussi, hein, c'est la même chose. Ces grands projets, ils ne peuvent être mis en œuvre en fait qu'après une phase d'ingénierie. Dans un grand projet, il y a de toute façon une phase d'ingénierie, et pour nous, c'est en fait la condition pour l'excellence opérationnelle et la performance du dispositif qui va en générer. C'est ancré en nous, on sait qu'il faut passer par cette étape-là pour arriver à avoir quelque chose derrière qui délivre les résultats. Il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas également dans le domaine de l'intérêt général, donc le mot d'ingénierie nous parle énormément. Ce qui nous parle aussi, c'est la nécessité de faire parler, collaborer des acteurs qui ne parlent pas le même langage, qui ne se connaissent pas, et également la nécessité de ne pas redécouvrir systématiquement la roue, donc de capitaliser. Et je pense que l'ingénierie, elle recouvre tous ces éléments-là. Voilà. Alors effectivement, le dernier exemple que je voulais citer, c'est celui de Ronalpia, qui est un projet. Alors c'est un organisme qui est établi de longue date et que c'est pas le fonds DD17 qui l'a créé ou qui a permis de voir le jour. Ronalpia est un acteur bien établi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En revanche, là où on a pu, donc peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas ou pas très bien, le Ronalpia aide des entrepreneurs sociaux à se créer, à se développer pour répondre à des besoins du territoire. Et là où le fonds DD17 est venu aider, c'est que Ronalpia a souhaité sortir peut-être de son terrain d'action traditionnel pour aller dans le domaine de la ruralité, d'essayer de susciter des expérimentations ou de l'innovation sociale dans le domaine de la ruralité. Et ça peut se faire sans le fonds DD17, mais le fonds DD17 a aidé à rendre ce passage d'un domaine dont Ronalpia était familier à un nouveau domaine de façon peut-être plus efficace ou pour faciliter la rapidité de l'expérimentation. Donc il y a eu d'abord un support financier. Alors, ça peut paraître trivial, mais le support financier, il est important parce qu'il permet notamment à un acteur de prendre du recul, de trouver le temps, de se libérer du temps et de certaines contingences. Donc la phase financière, il ne faut pas la négliger.
Et ensuite, il y a toute la partie données, outils, ressources, réseaux, dialogue de gouvernance dont on a parlé, qui ont permis d'accompagner René Alpia dans sa réflexion stratégique et agir en catalyseur territorial. Parce que l'enjeu dans ce cas-là, c'est quoi? C'est de s'assurer que l'innovation qu'on va essayer de pousser localement, eh ben, elle est bien adaptée à l'écosystème local, qu'on n'est pas en train de le perturber, de faire des choses qui vont aller à l'encontre de ce qu'on souhaite faire. Donc c'était d'accompagner cette démarche et pour pouvoir être, dès le premier essai, quelque part, le plus efficace possible. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une promotion de 8 entrepreneurs sociaux. Je crois que c'est un petit peu tôt pour savoir comment ça va pousser, mais certains d'entre eux sont très connus, donc c'est un essaimage local, donc on peut... Je pense raisonnablement espérer que ça fonctionnera bien. Et donc dans des domaines différents comme l'insertion professionnelle des jeunes, de la réinsertion d'anciens détenus, la mobilité en ruralité qui est un projet qui nous touche aussi beaucoup et sur lequel on pourrait discuter sur d'autres expérimentations. Voilà. Donc avec beaucoup de perspectives de démultiplication derrière. Donc on a 3 expérimentations là qui illustrent les objectifs du Faire Alliance entre performance et engagement d'un côté, les écosystèmes territoriaux, comment on les consolide, et puis soutenir l'innovation territoriale peut-être dans des nouveaux environnements. Et on espère donc qu'on va pouvoir enrichir un petit peu ces exemples. Donc aujourd'hui, on va publier 3 premières fiches pratiques qui les décrivent, et puis on espère que les suivantes vont également pouvoir être mises à disposition pour pouvoir capitaliser, c'était le mot que je citais tout à l'heure. Merci beaucoup. Et alors, on reboucle la boucle, puisque finalement, c'est comment ces catalyseurs territoriaux, qu'ils proviennent du monde économique, qui proviennent du monde de la philanthropie, de l'ESS, finalement, peuvent être aux côtés des acteurs publics dans cette mise en œuvre des projets de territoire dont vous parliez. La question qui est majeure, c'est finalement la chaîne de commandement du national au local, du local à l'international. Et on a la chance d'avoir un acteur qui a pu voir un petit peu toute cette dynamique dans la salle, puisque la Fondation de Lille, qui est la plus ancienne fondation territoriale de France, dont nous avons le privilège d'avoir Delphine van der Wand ici, a vu cette année à la fois une fondation territoriale, celle de Loire-Atlantique, et puis la fondation nationale, la fondation des territoires, vouloir être abritée dans un catalyseur territorial qui, depuis 30 ans, fait ce rôle de go-between. Peut-être, Delphine, pour conclure cette table ronde, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je prendrai une question, mais peut-être un petit mot de votre part pour savoir finalement c'est quoi un catalyseur territorial? C'est une vaste question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la Fondation de Lille, effectivement, qui est une fondation reconnue d'utilité publique et abritante et qui existe depuis une trentaine d'années maintenant, est considérée, qualifiée comme étant un catalyseur territorial, c'est-à-dire un organisme qui crée du lien sur un territoire pour mener des actions d'intérêt général et répondant à des problématiques qui émergent de son propre territoire, puisque chaque territoire, les invités l'ont bien expliqué aujourd'hui, sont différents. Alors, en France, les fondations territoriales ne sont pas fortement développées par rapport au monde anglo-saxon, puisque les fondations sont des adaptations françaises des fondations communautaires anglo-saxonnes. Elles sont fortement développées dans le monde anglo-saxon, en Europe, et en France, c'est un peu plus compliqué. Et donc, je ne peux que me féliciter la fondation Total Energy d'avoir créé ce fonds DD17, puisqu'il va permettre l'émergence de fondations territoriales en étant le premier, finalement, à financer l'ingénierie. Et c'est véritablement ce qui manque lorsqu'on crée une fondation territoriale. Parce que contrairement, dans le monde de la philanthropie, contrairement aux autres fondations familiales, etc., ou même des fondations d'entreprise, il y a un capital qui est mis au départ, mais ces fondations-là n'ont pas, ou ces fonds de dotation n'ont pas de capitaux. Et donc, la difficulté, c'est de lancer, de construire le projet, d'avoir les acteurs autour de ce projet, et puis ensuite d'être sur le terrain et de mettre en place des actions. La Fondation de Lille peut témoigner de l'importance de ce fonds au DD17, puisque depuis quelques années, elle expérimente l'abri de fondations territoriales, qui n'est pas un statut juridique, je tiens à le préciser, c'est une qualification, qui sont installées sur un territoire. On a la Fondation de la Manche, la Fondation territoriale de Falaise, et puis nous avons eu l'honneur d'abriter la Fondation territoriale de Loire-Atlantique cette année, et puis tout de suite après la Fondation des territoires, qui n'est pas une fondation territoriale, mais un outil important pour les territoires.
La différence que je fais entre la première fondation territoriale abritée par la Fondation de Lille, qui était la Fondation de la Manche par exemple, et la Fondation Loire-Atlantique, c'est du temps gagné. La Fondation territoriale de Loire-Atlantique est prête à travailler. Il y a eu 1 an et demi de travail, regroupement d'une quarantaine d'acteurs, ce qui n'est pas rien, et elle est prête à fonctionner. Ça, c'est la première chose. Donc ça fait gagner du temps et ça permet de lancer un outil qui est sécurisé et qui est prêt à répondre aux inégalités du territoire. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est l'effet levier que peut provoquer la participation du fonds DD17 à l'ingénierie, puisque très rapidement, la Fondation GRDF a participé également au démarrage de la Fondation de Loire-Atlantique. Et alors, en tant que fondation abritante, je peux vous assurer que nous étions rassurés d'avoir, et d'ailleurs on n'a pas beaucoup hésité, parce que quand on prend une fondation abritée au sein d'une fondation abritante, c'est la fondation abritante qui a la responsabilité morale et juridique, avec la fondation territoriale de Loire-Atlantique, avec le fonds DD17, de l'ingénierie, un cabinet juridique qui travaille sur la gouvernance, sur son modèle économique, etc. Et c'est rassurant pour la fondation abritante qui va très rapidement pouvoir lancer, d'abord s'allier, se marier avec la fondation, et puis se mettre en action auprès de cette fondation. Merci Delphine. Alors, je voudrais conclure maintenant cette table ronde en disant, en partant de là où nous sommes partis, c'est-à-dire le plus important, les projets de territoire. Et je pense, Madame la Présidente, que vous êtes convaincue que l'ANPP Territoire de Projet n'est pas seule à militer pour cette capacité à faire ensemble que ces projets de territoire soient de plus en plus nombreux. Les collectivités territoriales ne sont pas seules. Les associations telles que la Croix-Rouge française, telles que les maisons des associations, les entreprises telles que GRDF, les fondations telles que à vos côtés, et je crois que nous pouvons nous féliciter que l'ODD17 est déjà en pratique en France. Nous n'en sommes qu'à mi-chemin. Qu'est-ce que ce sera en 2030? Bonne journée à vous. Et ceux qui veulent le vivre en pratique, vous pouvez le vivre à un atelier qui va commencer à 16h15 dans l'Agora sur les alliances en territoire.